Je m'appelle Emma, je suis maman et créatrice du compte Bayard de Futur, un compte dédié aux parents pour éveiller la curiosité des enfants. Je vis à Genève et j'ai voulu comprendre ce que la ville prévoyait pour nos enfants. Et pour cela, je suis directement allée demander aux candidates à la mairie. Oui, alors je suis Christina Kitsos, maire de la ville de Genève. J'ai en charge le département de la cohésion sociale et de la solidarité. J'ai commencé la politique très tôt, quand j'avais 13 ans, au Parlement des jeunes. Et on était un petit groupe, je faisais partie du bureau, où on voulait justement amener des projets pour les jeunes de notre âge. Ça fait longtemps que je me suis investie sur ces questions, sur la chose publique. J'ai adhéré par la suite au Parti socialiste. J'ai été députée au Grand Conseil neuchâtelois parce que je suis née à La Chaux-de-Fonds. J'ai commencé, en gros, mon engagement politique sur le canton de Neuchâtel. Puis ensuite, en arrivant à Genève, je me suis présentée plus tard au conseil municipal, puis au conseil administratif de la ville de Genève, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis maire. Alors, l'enfance, on a toutes et tous été des enfants. On a tous une image idéalisée de l'enfance, en tout cas comment elle devrait être, comment elle ne devrait pas être, quels sont les droits des enfants. Donc, c'est pour ça que sur ces sujets-là, souvent, c'est très émotionnel, même au niveau politique, quand on parle de projets de gouvernance liés à la petite enfance ou de mesures qui seraient à mener. Les gens, ils ont vite un avis, mais c'est aussi très émotionnel parce que il y a des personnes qui vont avoir de bons souvenirs, d'autres qui ont peut-être des regrets, peut-être certaines personnes ont sacrifié certaines choses, etc. Donc ça renvoie à des choses personnelles et donc il y a une intimité quelque part aussi à travers ces questions d'enfance. Et puis, moi, au niveau de mon engagement, j'ai 2 enfants et c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir laisser aux futures générations un monde plus juste, un monde en paix et qui considère véritablement les droits des enfants et le droit à l'enfance. Oui, alors je pense qu'en effet, la petite enfance, l'enfance aussi au sens large, mais la petite enfance, c'est vraiment où on peut avoir des petits miracles. Moi, c'est ça que j'aime bien dire. Alors, ce sont aussi les études scientifiques qui le montrent, que quand on amène un certain nombre de programmes d'éducation préscolaire, si on met en place un dépistage précoce, si on met en place, je sais pas moi, des mesures pour accueillir les besoins particuliers des enfants, par exemple la logopédie ou avec des pédagogues, si on travaille sur l'éveil culturel pour qu'on puisse avoir un environnement immersif pour les enfants, l'éveil aux langues. Alors à Genève, évidemment que beaucoup d'enfants sont entourés de plusieurs langues. On a quand même plus de 90 nationalités qui coexistent ici dans cette ville, mais il y a des enfants aussi qui sont dans des environnements monolingues. Donc de pouvoir amener différentes langues, différentes musicalités, différentes traditions via des contes, des histoires, ça c'est des richesses inestimables. Et puis on voit que ça va faciliter le passage à l'école primaire. Et puis pour les enfants qui seraient dans des milieux allophones primo-arrivants, eh bien ça permet vraiment de diminuer aussi les échecs lors de l'apprentissage de la lecture, par exemple. Et donc on voit les bienfaits de l'éducation préscolaire quand elle est de qualité dans cette tranche d'âge-là entre les 0 et 4 ans. Ouais, c'est très juste. Alors, le bâti des enfants, c'est moi qui l'ai lancé cette législature, donc je suis ravie que vous en parliez. Et j'ai mis des budgets supplémentaires pour qu'il y ait justement une programmation. Alors au début, ça devait être que pendant les beaux jours, proche de l'été. Maintenant, on a fait aussi une programmation étendue de février à mars, les samedis, dimanches.
matin et après-midi. Et puis, le but, c'est de pouvoir continuer un petit peu à élargir. C'est vrai que c'est un très grand succès. On voulait amener justement une forme d'éveil culturel et puis une sensibilisation à l'environnement, à la nature. C'est un petit peu les deux axes qu'on peut retrouver sur cette programmation à la bâtie des enfants. Ensuite, il y a quand même toute la programmation dans les musées et bibliothèques de la ville de Genève, avec des ouvertures quand même assez larges, et puis des médiations culturelles qui sont ciblées spécifiquement pour les tout petits ou les enfants. Les cinémas aussi, notamment le cinéma du Grutli, qui fait aussi des programmations spécifiques. On a les ludothèques dans chaque quartier. Alors pendant cette législature, j'ai étendu les horaires d'ouverture, justement pour que les parents avec leurs enfants puissent plus facilement y accéder. Un autre objectif que j'aimerais pouvoir atteindre, mais je ne sais pas si ce sera possible avec la nouvelle législature, si la population renouvelle sa confiance, voilà, et que je suis désignée au deuxième tour, faudra voir, parce que les majorités vont aussi un peu changer, mais je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir des ouvertures le dimanche, notamment pour la Maison de la Créativité, notamment pour les ludothèques, comme c'est le cas pour la bibliothèque qui se trouve à la Cité, donc vraiment au cœur de la ville de Genève. Et puis ensuite, je pense que il y a tout un programme à faire sur l'éveil culturel. Donc on a lancé maintenant une politique, et chaque année on aura une semaine d'éveil culturel. D'accord. Donc en 2025, cette semaine sera consacrée à la musique. D'accord. Et en quoi la musique favorise le développement des enfants. Alors il y a différentes manières de dynamiser les activités extrascolaires. Alors il y a déjà toute l'offre liée à la culture. Et donc la culture, eh bien c'est les bibliothèques, les théâtres, les musées, les cinémas. Donc là, il y a des offres spécifiques pour les tout petits, avec des médiations, avec des programmations, des activités spécifiques pour les tout petits et les enfants. Ensuite, on a les lieux liés à mon département, donc ils sont plus des lieux d'animation socioculturelle, comme les maisons de quartier, les espaces de quartier, les ludothèques, les espaces parents-enfants. Et toutes ces petites informations-là, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Alors, normalement, on peut les trouver sur l'application Genève en poche de la ville de Genève. Et puis, au niveau du département de la cohésion sociale et des solidarités, on produit des flyers qu'on va disposer dans différents lieux. D'accord. Notamment dans les crèches, mais pas que. D'accord. Ça peut être aussi dans les fours de l'élève des écoles primaires de la ville de Genève. Et normalement, les parents peuvent accéder à ce type d'informations, voilà, par ce biais-là. Alors, il y a déjà tout ce qu'on fait pendant les périodes scolaires, les centres aérés, où les enfants vont souvent sur des terrains, voilà, où il y a une présence végétalisée, des arbres. Parfois, c'est aussi à l'extérieur, dans des communes qui sont à la campagne. Donc, on organise, voilà, ces centres aérés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les activités nature, donc qui doivent être organisées par les institutions de la petite enfance. Ensuite, c'est des projets comme le Bois de la Bâtie, où là, on est quand même dans un environnement naturel tout en restant en ville de Genève. Mais je pense que ce qui est très important, c'est ce que vous avez dit, c'est de repenser la ville à hauteur d'enfant. Et c'est-à-dire qu'il faudrait réaménager les espaces en prenant en compte voilà, les droits des enfants, la place des enfants dans la cité. Et pour ce faire, il faudrait déjà fermer certains tronçons de route dans les quartiers pour que les enfants puissent se réapproprier l'espace public, voilà, qu'ils puissent jouer librement, comme ça se faisait dans des petits villages ou dans des lieux qui sont un peu moins urbains, avec moins de trafic motorisé, pour que les enfants, voilà, se réapproprient cet espace. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une réappropriation de l'espace, ça permet aussi aux enfants d'être davantage dans du jeu libre. Et le jeu libre, c'est très bien parce que souvent, les parents,
Dans nos sociétés contemporaines, on veut des activités avec un début, avec une fin, avec des objectifs, avec une durée, avec un encadrement. C'est très bien aussi parce que voilà, les enfants, ils vont apprendre des choses, c'est structuré, c'est structurant. Donc c'est pas négatif, c'est très bien. Mais il faut aussi qu'il y ait des espaces de jeu libre où c'est les enfants eux-mêmes qui s'autonomisent, qui vont apprendre aussi à fixer les règles, à s'écouter les uns les autres, et puis finalement à laisser libre cours à leur créativité, à leur imagination, et ça c'est aussi très important. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des lieux qui soient quand même sécurisés, parce qu'il faut même qu'ils soient au milieu des voitures, voilà, et puis qu'ils soient végétalisés, qu'ils soient pensés à hauteur d'enfant pour qu'ils puissent, voilà, avoir ces espaces-temps privilégiés pour ce type de jeu. Et puis de cette manière-là aussi, ils gagnent en confiance, ils créent d'autres types de liens, et puis ça crée aussi une identité forte dans le quartier, dans la rue dans laquelle ils vivent. Voilà, donc là, il y a un projet qui est en cours, en tout cas au municipal en ville de Genève. Donc j'espère que bientôt on pourra vraiment, on a identifié déjà les rues, mais qu'on puisse vraiment maintenant les fermer au trafic motorisé, revégétaliser, les repenser avec du mobilier, voilà, qui permettent aux enfants finalement, voilà, d'être dans ces lieux. L'autre point, c'est les préaux d'école. On a aussi un projet, on a gagné un concours d'ailleurs aussi pour revégétaliser ces préaux, repenser les jeux pour aussi que ça soit des jeux qui favorisent la mixité, parce que on a quand même beaucoup d'études qui montrent que encore aujourd'hui, typiquement, si c'est très bétonné puis qu'il y a un terrain de foot en plein milieu, les garçons, eh bien voilà, les garçons vont s'accaparer ce lieu, les filles elles vont se retrouver un peu en retrait, ou les garçons aussi qui vont se sentir moins portés par ce type de jeu. Mais les filles, même si elles voudraient jouer quelque part, on les laisse pas jouer. Donc il y a tout d'un coup tout un système qui se met en place et qui peut discriminer ou exclure un certain nombre d'enfants. Donc l'idée c'est pas qu'ils fassent plus du foot, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut repenser les aménagements pour faire en sorte que tout le monde puisse jouer, et puis que quelque part il y a des liens qui se créent indépendamment du genre ou des besoins particuliers ou des sensibilités ou des aptitudes des uns et des autres. Voilà, donc ça c'est aussi important de repenser les préaux un petit peu différemment, puis c'est le travail qu'on est en train de faire. Alors le premier objectif évidemment, c'est de pouvoir revégétaliser, parce qu'avec les dérèglements climatiques, il y a de plus en plus des pics ou des vagues de très forte chaleur. Et puis ces préaux, eh bien, ça permet aussi aux familles pendant les vacances d'y aller avec leurs enfants, d'y jouer, d'y rester. Donc il faut qu'on puisse avoir des arbres, de l'ombre, et que ça soit un petit peu des îlots de fraîcheur au sein des quartiers. Et puis vous avez gagné un concours? Oui, donc ça c'est des fonds, c'est un financement qu'on reçoit justement pour végétaliser un certain nombre de lieux dans les écoles. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment que les enfants aient accès à la nature, à l'environnement, qu'ils y soient sensibilisés. Voilà, donc je pense que ça c'est un point très important. L'autre point très important, c'est qu'ils puissent avoir accès à des activités artistiques, culturelles, sportives, et puis que, indépendamment des conditions sociales des parents, eh bien, ils puissent accéder dès le plus jeune âge à la culture. Il faut que ça soit accessible. Il faut pas que niveau financier ça soit compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on a des programmes qui sont gratuits, qui sont accessibles pour que tout le monde, quelque part, indépendamment de son histoire, de son milieu familial, eh bien, il puisse accéder à ce type de programme. Après, on peut aller aussi plus loin, parce que on parle de l'accès à la culture dès le plus jeune âge. Mais après, par exemple, la doctoresse Sama Karakti, qui est docteur en neurosciences, elle montre bien que dans l'éveil culturel, pour revenir sur votre question sur le jeu libre, ce qui est intéressant, c'est que l'éveil culturel, ça doit être quelque chose comme on respire. Je la cite, c'est elle qui disait comme on respire, c'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'il y ait une immersion dans un environnement culturel. Ça signifie que dès le moment où l'enfant, en fait, est déjà dans le ventre de sa maman, il peut entendre une musique, un chant, il peut entendre un texte, il peut, avoir une émotion par rapport, je vois très bien chose qu'il entend, etc. Et puis ensuite, quand il est dans les institutions de la petite enfance, il faut que la culture elle soit présente.
Mais ça veut dire que la culture, c'est pas nécessairement aller dans un musée de telle heure à telle heure. Ça veut dire que la culture comme immersion dès la naissance, c'est que on vit au milieu de culture, d'éléments culturels, et quelque part, ça devient un besoin. Ça veut dire que la culture, c'est une mission essentielle et c'est un besoin. Et c'est une ressource aussi. C'est-à-dire que grâce à la culture, on peut identifier ses émotions, on peut se mettre à la place de l'autre, on peut exprimer ses émotions, on peut échanger aussi avec les autres camarades sur ce qu'on a vu. Et puis, quelque part, c'est un petit peu la base de notre civilisation et de l'empathie, quelque part. Voilà, donc l'éveil culturel, c'est vraiment au sens très large, ce qui nous permet d'être en lien avec les autres. Et de faire un récit aussi de ce qu'on vit, et de le partager, et puis de cette manière-là, créer des liens et faire société. Donc, c'est quand même assez fondamental, finalement, cet éveil culturel de la naissance. Et dans ce cadre-là, le jeu libre, c'est vraiment cette manière de dire on fait confiance aux enfants, vous allez prendre tel objet, peut-être que vous allez le détourner de son utilité première, très bien, on laisse, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, par exemple, vous savez pas encore lire, je sais pas, moi, ils ont 18 mois, ils savent pas lire, ben, ils vont prendre les livres, et peut-être qu'ils vont faire une tour avec les livres, où ils vont dire, bah voilà, on déambule, il y a des crocodiles, on se met tous ensemble à faire un jeu, et puis à un moment donné, là, il y a tout un imaginaire qui se crée, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de laisser les enfants se réapproprier les objets, l'espace, de créer ces conditions-là. Et ça, c'est un sacré apprentissage. Et puis, c'est ce qui permet, voilà, de gagner en confiance en soi, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des pédagogies qui amènent ça. La maison de la créativité, c'est vraiment ce qui développe. Alors pendant cette législature, on a quand même réduit déjà les listes d'attente parce que quand je suis entrée en fonction, il y avait 1000 personnes qui attendaient une place en crèche. Aujourd'hui, il y en a 750. Donc on a quand même drastiquement augmenté le nombre de places. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en ville de Genève, on a une très forte densification de la ville avec de nouveaux logements qui se créent, de nouvelles familles qui viennent s'installer en ville de Genève. Donc, il faut poursuivre ces ouvertures. Pour la prochaine législature, j'ai planifié 100 nouvelles places par année, ce qui est un rythme soutenu. On a ciblé les quartiers qui sont actuellement sous-dotés, à savoir ceux qui sont principalement sur la rive gauche, les Eaux Vives, Champel-Malagnou. Alors les Eaux Vives, bientôt la situation va complètement changer puisqu'on a 3 nouveaux lieux qui ouvrent, donc il y a beaucoup de places qui vont s'ouvrir, donc je pense que ça va vraiment changer la situation des parents. On a la tarification parmi la plus basse aussi du canton. Donc on prend en compte le revenu des parents. Voilà, donc s'ils ont des petits revenus, ils vont moins payer. S'ils ont des plus hauts revenus, ils vont plus payer. Et puis on a le taux d'offre aussi le plus important du canton de Genève et même de Suisse. Donc c'est vrai qu'on est toujours la ville, mais on a une vraie politique volontariste. C'est-à-dire que mon objectif politique, c'est vraiment de faire en sorte que pour chaque enfant, il y ait une place. Pour moi, c'est vraiment une vraie priorité parce que l'éducation préscolaire, alors évidemment, on a toujours tous pensé à la conciliation des temps vie professionnelle, vie familiale, mais c'est pas que ça. C'est ce qu'on a dit aussi au début de l'interview, c'est d'avoir un cadre pédagogique et éducatif qui permette d'amener voilà des mesures, des projets en faveur de l'éveil culturel, de la socialisation, de l'éveil aux langues, du dépistage précoce avec des mesures, avec des logopédistes, des psychomotriciennes, psychomotriciens, des pédagogues. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui est fait finalement dans les institutions de la petite enfance et qui a des impacts dans la vie des enfants et des familles, qui favorisent le passage du préscolaire au scolaire, et puis qu'il y a des répercussions aussi économiques, puisque 1 franc investi dans la petite enfance rapporte en moyenne 3 francs à la collectivité. Alors ça, c'est très important, je pense, de le dire. L'autre point, en Suisse, on a une très forte pénurie dans le domaine
de la petite enfance, mais de manière générale, dans les 10 ans, avec le vieillissement de la population, il y aura une pénurie de main-d'œuvre généralisée dans plusieurs secteurs. Il est nécessaire d'avoir des politiques familiales et des politiques de la petite enfance qui soient ambitieuses. Et puis, on le sait, les études l'ont montré, qu'une famille sur 2 en Suisse déclare avoir de la peine à joindre les 2 bouts. On a des fortes augmentations des loyers, très très importantes. Pour les nouvelles familles, pour les jeunes couples avec enfants, c'est très difficile de trouver à se loger et puis d'avoir des loyers abordables. Les primes d'assurance maladie ont pris l'ascenseur maintenant depuis plusieurs années et ça ne va pas s'améliorer vu les dernières décisions qu'on a pu voir au niveau de la Confédération. Donc on voit que les familles sont dans des situations difficiles. Et les familles monoparentales ont vraiment augmenté. Et ces familles monoparentales, elles sont toutes avec des risques très importants de sombrer dans la pauvreté. Et si en plus elles n'ont pas de place en crèche, voilà, on est dans des situations dramatiques. Donc cette politique-là, voilà, elle répond en premier lieu aux besoins des enfants par les programmes, comme on a dit, pédagogiques, éducatifs, mais elle répond aussi à des questions plus sociales qui touchent les familles et en particulier les familles monoparentales, mais il y a aussi un levier économique et de réponse à ces pénuries de main-d'œuvre. Et encore, pour terminer, avec les 0-4 ans, le fait qu'ils aient une plasticité du cerveau qui est très importante, qu'on n'a jamais d'ailleurs par la suite. Qu'on récupère pas, non. On récupère pas par la la suite. Il y a un petit suite. pic encore à l'adolescence après, et puis après ça s'arrête. Voilà, mais là, à ces âges-là, on peut créer des petits miracles si on a un encadrement qui est de qualité. Et donc là, on voit que ce qui est fait à ces âges-là, eh ben, ça aura des impacts par la suite sur tout le parcours scolaire et de vie, même au sens large, et donc des impacts pour l'ensemble de la société. Donc on voit à quel point, dans le domaine de la petite enfance, ce qui coûte le plus cher, c'est l'inaction. C'est une belle phrase de fin, je trouve.